messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a un nouveau siège. Il a été inauguré ce matin par le vice-président Timoko Méliette Kone. L'édifice logé dans la commune du Plateau intègre des paramètres de sécurité et offre d'excellentes conditions de travail au personnel pour un meilleur service au public. L'axe ivoiro-congolaise se renforce. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Congo vient d'organiser un forum économique, culturel et touristique pour booster les échanges, donner l'opportunité aux entreprises des deux pays de faire connaître leurs produits, mettre en exergue leurs atouts économiques, culturels et touristiques. Dans 18 mois, le système sanitaire ivoirien va disposer en région de 10 hôpitaux dignes d'établissements de référence avec des capacités d'accueil et des plateaux techniques aux standards internationaux. Le but est d'améliorer la qualité de l'offre de services et de soins. Le programme vient d'être lancé à Dimbokro. Enfin, en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante en Ituri, dans le nord-est du pays. Près de 10 personnes prises en otage samedi ont été exécutées le lendemain dimanche d'Insimas. Les civils kidnappés sont tombés dans une embuscade tendue par une milice congolaise. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est un ministère qui va désormais attirer le regard. Ces propos sont du vice-président Timoko Méliette Kone qui a inauguré ce matin même le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'édifice logé dans la commune du Plateau intègre des paramètres de sécurité et offre d'excellentes conditions de travail au personnel et un service de qualité au public. Le ministre Vagondo Diomandé et toute son équipe en sont fiers, nous rapporte Jérôme Koufi-Apolé. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inauguré. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi par le vice-président de la République, Timoko Méliette Kone. Le nouvel édifice, très imposant, on peut le noter, apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du Plateau qui l'abrite. La Côte d'Ivoire se transforme. Le Plateau aussi. Cet ouvrage situé face à ce magnifique pont à haubans et en bordure lagunaire vient une fois de plus apporter une touche de modernité à cette commune qui s'érige en Smart City. Monsieur le vice-président, veuillez au nom de la population du Plateau et du conseil municipal transmettre nos remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour les efforts faits dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui de la commune du Plateau en particulier qui améliore l'attractivité de notre cité. Joyau architectural hors pair, le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pour maître d'ouvrage le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'ouvrage est composé d'un bâtiment principal que vous voyez, symétrique, constitué de 2 ailes, desservies par 4 ascenseurs, 3 cages d'escalier, bâti sur un site d'une capacité de 7035 m², avec une emprise au sol de 1166 m². Il est composé de 127 bureaux, 3 salles d'attente, une salle de conférence, 10 salles de réunion connectées. Le bâtiment intègre également des équipements sécuritaires de pointe, tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès par badge, par lecteur d'empreintes digitales. L'ouvrage que je viens de vous présenter succinctement répond parfaitement aux besoins spécifiques de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui chaque étape de la construction a été validée. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ouvrage réalisé par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, vient répondre à tous les besoins. Nous sommes en présence de ce qui convient d'appeler, sans aucune exagération, un véritable joyau architectural qui vient enrichir le parc des bâtiments dits emblématiques du Plateau et partant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous prier respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, l'expression de ma profonde gratitude. Un pays, comme nous le savons tous, s'édifie à travers des actions fortes, à travers des actions concrètes, qui, s'inscrivant dans le temps, marquent positivement l'histoire. Et c'est aussi cela, la différence entre un homme d'État et un homme tout court.
Et je reste convaincu que sous sa très haute et sage direction, le rayonnement de l'administration de ce pays et plus largement son développement seront poursuivis avec intelligence, avec mesure, pour permettre à la Côte d'Ivoire de siéger un jour au panthéon des États dits développés. Quant au vice-président de la République, il souligne que seule la paix, la stabilité et la cohésion sociale, dont la promotion est assurée par le président de la République, Alassane Ouattara, peuvent permettre une telle réalisation pour le bonheur des Ivoiriens. Cette cérémonie nous offre l'occasion de saluer le dévouement et le courage des préfets et forces de l'ordre qui accomplissent bien souvent leur mission dans des conditions difficiles et inconfortables. Ces serviteurs de l'État ont droit à l'estime de nos concitoyens et à la reconnaissance de la nation. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais surtout il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre la Côte d'Ivoire toujours plus attractive et prospère. Dans un contexte international difficile et incertain, la Côte d'Ivoire avance. Mais de telles réalisations n'auraient certainement pas été possibles sans la paix et la stabilité retrouvée. En effet, le grand défi à relever par l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens aujourd'hui consiste à préserver notre modèle de stabilité et de croissance dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Je vous invite à renforcer votre adhésion aux ambitions de progrès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de fournir aux populations un accès amélioré aux services de l'État et de mieux répondre à leurs attentes. Autre chose, et non des moindres, lors de cette cérémonie, c'est la visite guidée pour permettre de découvrir l'intérieur de l'édifice à travers bureaux, services, directions et autres divers. Cela avec comme point d'ancrage la photo de famille pour immortaliser la présence du vice-président de la République et celle de toutes les autres personnalités invitées à cette occasion. Plus loin, au Congo, l'ambassade de la Côte d'Ivoire consolide sa coopération avec les autorités. La Côte d'Ivoire a organisé sur place un forum économique, culturel et touristique pour booster les échanges, donner l'opportunité aux entreprises des deux pays de faire connaître leurs produits, mettre en exergue leurs atouts économiques, culturels et touristiques, nous rapporte Viviane Aimé. C'est une importante contribution que vient d'apporter l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo, sous la direction de l'ambassadeur Koné Maman et Pousse Touré, au progrès de la coopération économique entre les deux pays, en initiant un forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo, qui s'est tenu du 22 au 24 mars. L'événement, tout autant salué côté ivoirien que côté congolais, était placé sous les parrainages des premiers ministres Patrick Achi de la Côte d'Ivoire et Anatole Koliné Makosso de la République du Congo. Dans son organisation, ce forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo a bénéficié de la collaboration active du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire ainsi que celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, mais également de la collaboration active de l'Agence pour la promotion des investissements du Congo et celle de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Brazzaville. Placé sous le thème « Coopération économique Côte d'Ivoire-Congo, opportunités et perspectives », il s'est ouvert le mercredi 22 mars au mémorial Pierre Savorian de Brazza en présence de 600 participants, dont des officiels, des membres du corps diplomatique et de nombreux participants civils. L'objectif, susciter auprès des opérateurs économiques du Congo un intérêt pour investir en Côte d'Ivoire, mais également promouvoir des partenariats d'affaires pour les entreprises ivoiriennes au Congo.
Les relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Congo, depuis des indépendances, ont toujours été fraternelles et amicales. Toutefois, malgré cette bonne qualité de coopération et les nombreuses opportunités existant entre nos deux pays, les échanges commerciaux demeurent très faibles. Au moment où nos chefs d'État africains s'organisent pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, en vue d'accélérer le développement de nos États, les pouvoirs publics, tout comme le secteur privé, doivent saisir cette occasion pour promouvoir les actions de développement en faveur de nos deux pays. L'un des objectifs assignés aux missions diplomatiques étant la promotion économique, il nous est apparu nécessaire de créer un cadre d'échange et de concertation afin de rendre plus dynamique la coopération économique, culturelle et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Ce forum économique, culturel et touristique a à son actif la signature de 4 accords de partenariat entre l'Université de San Pedro et l'Université Denis Sassou Nguesso, entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Agence pour la promotion des investissements au Congo, entre le Centre hospitalier universitaire de Cocody et le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Brazzaville. Des panels ont permis aux participants d'échanger sur la coopération économique entre les deux pays, également des rencontres B2B entre opérateurs économiques. Une exposition de produits a permis aux 65 exposants venus de la Côte d'Ivoire ainsi que ceux du Congo de présenter au public un large éventail de produits issus de l'artisanat et de l'industrie des deux pays. Voilà, la Côte d'Ivoire entretient aussi d'excellentes relations avec l'État français. La région de la Normandie, dans le nord de la France, inspire le district autonome des Lacs. La première responsable de cette entité a discuté récemment avec le président de la région de Normandie sur la mise en place d'un outil de coopération au niveau de l'élevage et de l'agriculture. Le district des Lacs veut se constituer en agropole, nous rapporte Mamadou Kwasi. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs sur le stand de la région de la Normandie, invitée par le président de cette région, la ministre Raymond Goudou et son hôte ont abordé la question de coopération portant sur le secteur agricole. La région Normandie est une des grandes régions agricoles françaises et européennes, avec un potentiel de savoir, de technique, de qualité et de capacité à s'adapter aux nouveaux enjeux, notamment aux enjeux liés au réchauffement climatique. Et moi, je suis ravi de savoir qu'on va pouvoir engager des discussions et éventuellement des coopérations et des partenariats dans le monde agricole. Outre ce futur partage d'expériences, la ministre gouverneure Raymond Goudou a signifié que la Normandie jouera un rôle essentiel dans la nouvelle politique de développement du district autonome des Lacs. Nous avons défini le district autonome des Lacs comme une zone agropastorale. Nous connaissons tout le potentiel de la Normandie en termes d'agriculture, mais également en termes d'élevage. Tout le monde connaît ces fameuses vaches normandes avec la transformation du lait de Normandie en fromage et autres produits. Et dans notre vision, nous pensons que nous pouvons avoir un partenariat très fort avec donc la Normandie. Notre objectif premier, c'est de faire installer des jeunes de notre district, avoir des petites unités d'élevage. Et je pense que l'expertise qu'a la Normandie dans ce domaine pourrait nous aider. La Normandie, région du nord de la France, dispose de l'un des plus grands stands européens du Salon international de l'agriculture de Paris, avec des produits agricoles et laitiers très variés. Loin de la France, ici en Côte d'Ivoire, notez que dans 18 mois, c'est-à-dire 1 an, 6 mois, le système sanitaire ivoirien va disposer en région de 10 hôpitaux dignes d'établissements de référence avec des capacités d'accueil et des plateaux techniques aux standards internationaux. Ce sont là les retombées du programme de mise aux normes des hôpitaux pour améliorer la qualité de l'offre de services et de soins. Le programme vient d'être lancé à Dimokro, nous rapporte Léon Bro. Cet acte des membres du gouvernement et des partenaires au développement lance le projet de mise aux normes des centres de santé urbains de Rubino et d'Akwedo, des hôpitaux généraux de Toumoudi, Tanda, Bangolo, Bouna et Daoukro,
et des centres hospitaliers régionaux de Séguéla, à Bengourou et d'Imbokro. Le présent projet a pour objectif de contribuer à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé mère-enfant en Côte d'Ivoire en vue de contribuer durablement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ces 10 hôpitaux de référence seront entièrement réhabilités. 3 d'entre eux vont s'étendre avec de nouveaux bâtiments et services quand seront transformés en hôpitaux généraux les 2 centres de santé urbains, tous également dotés d'équipements de pointe. Coût global du projet, 39 milliards 96 millions, dont 37 milliards de francs CFA financés par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui appartient à la BIDC et puis c'est une banque cliente de la BIDC aussi. On est toujours prêt à accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier auprès de cette institution à ce jour un montant total de près de 300 milliards de francs CFA pour soutenir des projets dans divers domaines. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'appui de la BIDC se situe à date à 48 milliards de francs CFA. Ces investissements, selon le ministre de la Santé, pour rendre attractive l'offre de services et de soins de santé de proximité et placer ainsi les populations au cœur du système de santé dans la vision du président Alassane Ouattara. Il constitue la clé de l'extension de la couverture maladie universelle. Ce projet impactera directement la vie de plus de 2,5 millions d'habitants dans notre pays. Voyant la population de Dimbokro et de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs du personnel de santé, je vous exhorte donc à fréquenter ces hôpitaux qui seront réhabilités et entièrement équipés. À nos mamans, nos sœurs et nos filles, vous voyez que l'État fait beaucoup pour la réalisation et pour le changement du visage de notre système sanitaire, surtout pour ce qui concerne l'axe mère-enfant. Elle va durer 18 mois sans interruption de soins. La phase des travaux et d'équipement s'accompagne pour 30 mois de la formation des utilisateurs et de la maintenance des équipements. Voilà, et toutes ces activités connaissent un succès par la prière. Prière faite en ce mois de Ramadan notamment, mois de jeûne des fidèles musulmans. Et c'est aussi un moment de dévotion à Dieu, de solidarité. Le COSIM justement, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a organisé sa traditionnelle rupture collective. Ce rendez-vous du partage est à sa 12e édition, nous disent nous Sangaré Pagasoro Kone Demadonji. 4e pilier de l'islam, le Ramadan est un mois de piété, mais aussi un mois de renforcement de la charité et du partage. Et pour la circonstance, cette année encore, membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, cadres musulmans et guides religieux d'associations sœurs, tous ont répondu présent à la traditionnelle rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Tout en remerciant les invités, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane, président du COSIM, a rappelé l'importance et les vertus du jeûne dans la vie du musulman. Le mois de Ramadan est aussi un temps pour socialiser, interagir avec les parents proches, les voisins, les amis, les collègues de travail et les supérieurs hiérarchiques, etc. Le Ramadan est encore un temps de réflexion sur les valeurs cardinales de justice, de progrès, de tolérance et d'attention à la dignité de toutes et tous. Accompagné d'une forte délégation, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République Alassane Ouattara, à ce rendez-vous du partage, a traduit la solidarité du chef de l'État à la communauté musulmane avant de les exhorter à multiplier les prières pour la paix et la cohésion pendant ce mois béni de Ramadan. Je voudrais solliciter des guides religieux, davantage de prières au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au profit de chacun des membres du gouvernement, ainsi que de tous les habitants de notre beau pays, afin donc que la Côte d'Ivoire continue sa marche victorieuse vers le mieux-être collectif. Cette rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire est à sa 12e édition. Elle a également été marquée par la prière collective de la rupture du jeûne et celle de la longue prière du soir.
On manifeste aussi la solidarité et le partage dans la région du Bafing en ce mois de Ramadan. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, cadre de la région, vient d'offrir 48 tonnes de vivres aux populations du Bafing pour leur permettre de rompre leur jeûne. Herboué, notre correspondante sur place. Esplanade de la grande mosquée de Touba. La communauté musulmane de la région du Bafing reçoit 48 tonnes de vivres. Un don de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre du Bafing. Comme à l'accoutumée depuis 6 ans, il s'agit pour lui d'exprimer sa solidarité en cette période de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Et comme le dit la tradition, offrir la rupture de jeûne à un fidèle musulman, c'est avoir l'équivalent des bénédictions qu'il aura, tout en n'excluant pas le bénéficiaire lui-même des mérites de son jeûne. Les bénéficiaires saluent cette action. C'est tous les mois de carême que le ministre du Budget nous donne des riz comme sucre aussi. Merci, le président de la République. Merci, ministre du Budget. On est venu pour prier, faire remerciements. Les 48 tonnes de vivres sont composées de 30 tonnes de riz et 18 tonnes de sucre. Et on n'oublie pas les eaux et forêts. Il y a justement un lien entre les forêts et la santé. Ce thème retenu par la Côte d'Ivoire pour célébrer l'édition 2023 consacrée à la forêt retient l'attention. Le pays veut montrer l'impact des forêts sur la santé et l'importance des écosystèmes forestiers comme intrants pour le développement de la médecine. En somme, démontrer les bienfaits de la nature sur la santé humaine. Un panel a donc été organisé pour éclairer l'opinion. Le ministre Laurent Tchagba y a pris part. Franck Quadio. Réflexion autour du thème 2023 de la Journée internationale de la forêt en lien avec la santé. Plusieurs expertises et regards plantent le décor déjà sur la fonctionnalité de la forêt. La fonction sociale commence d'abord par un aspect cultuel, où la valeur mystique de la forêt intervient. Mais quelle forêt pour les générations futures? Une forêt source de santé. Et sur la question, la problématique de la préservation de la pharmacopée est évoquée. On crée des plantations de VA sur des centaines d'hectares. On peut créer des plantations de amagnes sur des centaines d'hectares. Il suffit qu'on trouve des débouchés à ces plantes-là. D'abord, localement, on peut les transformer pour en faire des médicaments. Mais aussi, on peut aller à l'extérieur, proposer nos plantes à l'industrie pharmaceutique dans d'autres pays. Des préoccupations, mais surtout des initiatives. Le ministre Laurent Tchagba met un point d'honneur sur une politique forestière au service de l'homme et de son environnement. Nous envisageons, dans le cadre de la politique que le président de la République a bien voulu nous aider à faire, en distrayant 86 forêts, les 234 forêts classées, développer spécialement des forêts classées qui vont être affectées à faire de la reforestation à partir des plantes médicinales. Et qu'avec les chercheurs, nous puissions les développer. Le panel de haut niveau sur les forêts et la santé s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités liées à la Journée internationale de la forêt qui a lieu tous les 21 mars. Il faut donc protéger nos forêts, notre environnement. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, était en campagne contre l'orpaillage illégal. C'est une opération de sensibilisation au profit des populations de la sous-préfecture de Kiemous, dans le département de Dikodougou, dans le Poro. Les populations ont été éclairées sur le code minier et invitées surtout à s'éloigner des activités liées à l'orpaillage illégal. Ami Sissoko. Plusieurs sites d'orpaillage illégaux de la sous-préfecture de Kiemou, dans le département de Dikodougou, visités par une équipe de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI. Si c'est l'activité que vous voulez faire là, est-ce qu'il n'y a pas autre solution que vous envisagez pour que vous puissiez mener sainement cette activité? Vous voyez, il y a des gens qui sont ici là. C'est pas comme s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. C'est pour avoir quelque chose et puis rentrer en ville. À Kiemou, population et acteurs de l'activité de l'exploitation artisanale minière sont instruits sur le code minier et la nécessité de se conformer aux dispositions légales pour l'activité d'orpaillage. Le code minier dit que vous, chefs de terre, vous avez des droits. Mais tout ce qui est
substances du sous-sol, que ce soit les substances minérales, c'est-à-dire l'or, diamant, nickel, cobalt, même l'eau minérale, c'est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. L'action est également soutenue par les chefs de canton, de villages et de terres en vue de la préservation de l'environnement. Ce que le gouvernement a dit là, que ce soit vraiment une réalité, ceux qui travaillent pour l'État travaillent pour l'État avec nous. Nous allons dire, si vous voulez travailler avec l'État, nous travaillons avec vous. Si vous ne voulez pas travailler avec l'État, nous on ne travaille pas avec vous aussi. On ne vous donne pas de terre. Le sous-préfet de Korogo, Marcelin Detokwasi, représentant le préfet de région du Poro, a lui aussi loué cette rencontre de sensibilisation. Ce phénomène existe, donc il faut des mesures consensuelles avec la communauté villageoise pour qu'elle comprenne un peu les effets néfastes de ce phénomène, pour les amener à donner d'eau à l'orpaillage illégal. Société d'État créée en 1962, la SODEMI a pour mission d'effectuer la recherche, l'encadrement et l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Comment se porte la filière bétail et viande dans notre pays? La Confédération des acteurs de la filière bétail et viande et lait en Côte d'Ivoire vient de se réunir. Cette fédération veut contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'autosuffisance alimentaire en protéines animales dans notre pays. L'annonce a été faite au cours d'une table ronde dans la commune de Cocody où les acteurs de cette filière ont partagé leur vision. Témoignage signé d'Angui Dangui. Fini l'inorganisation dans la filière bétail et viande en Côte d'Ivoire selon les acteurs de cette filière. Une organisation qui a fait perdre à cette filière de nombreuses opportunités de financement et de coopération professionnelle et technique à l'international. Cette page est tournée avec l'interprofession de la filière bétail et viande qui a été créée récemment à l'issue d'une assemblée générale constitutive et élective à Grand-Bassam. Assemblée générale qui a porté Koulibaly Mori à la tête de cette nouvelle interprofession. Nos priorités au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord tout faire pour avoir l'ordonnance. Mais avant cela, c'est de faire d'abord l'état des lieux. L'état des lieux peut nous permettre d'épouser la politique de développement de l'élevage et de l'aquaculture qui est primée par le président de la République et notre ministre de tutelle. L'interprofession bétail et viande regroupe tous les acteurs de cette filière, notamment les éleveurs, les transformateurs et les industriels, et est l'interlocuteur légal et légitime des autorités, selon son président. Et sur la scène politique, notez que le PDCI RDA prépare son 7e congrès. Le porte-parole du parti était face à la presse et il a dévoilé les grands enjeux de ce congrès. Éric Goré, le reportage. C'est en prélude à une session extraordinaire du parti avant l'organisation du 7e congrès que le porte-parole du PDCI RDA s'est entretenu avec les journalistes. Maïla Bredoumi a expliqué que l'annonce de cette session extraordinaire avait été faite par le président du PDCI RDA. Le 29 janvier dernier, Henri Konan Bédié avait indiqué que cette session extraordinaire allait se tenir en mars. La prochaine session du 30 mars sera la 7e du genre. Il faut rappeler que le dernier congrès ordinaire du PDCI RDA, le 12e donc, s'est tenu en octobre 2013. Il était présidé par son Excellence Ba Djemtimila Mouakoué Djampa. Au terme de ce congrès, et avant octobre 2018, période indiquée pour un autre congrès, notre parti a été durement éprouvé par des épreuves qui ont menacé son existence. La lutte pour la survie du PDCI a nécessité la tenue de plusieurs rencontres et une session extraordinaire de son congrès. C'est l'occasion de saluer le leadership du président Henri Konan Bédié et sa capacité de résilience. Au sortir de cette période folle de turbulences, le parti a connu des départs importants, notamment les cadres en qui le PDCI RDA avait fait confiance en leur confiant des missions au premier rang. Pour les futures élections locales, le PDCI mettra tout en œuvre pour sortir vainqueur de ces échéances, a laissé entendre Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA. Force au peuple, c'est un parti proche du RHDP de par sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Et Force au peuple a tenu son premier congrès national. Objectif, faire le bilan des actions entreprises depuis 4 ans et fixer quelques perspectives en vue des prochains défis politiques. Seulement Denis Songui, Moussa Konati.
c'est le tout premier congrès ordinaire de Force au Peuple, une occasion pour l'organe exécutif du parti de faire le point des actions entreprises depuis 2018, date de sa création. 4 ans après, on retient simplement que le parti a réussi à établir son socle, ses fondements, et maintenant peut s'ouvrir, peut être connu et va prendre toute sa place dans la scène politique en Côte d'Ivoire. Confiant et optimiste, Innocent Nielben veut poursuivre son action en faveur de la paix et de la cohésion sociale entre filles et fils de la Côte d'Ivoire. Les populations ont besoin d'avoir des réponses réelles quant, n'est-ce pas, à leur qualité de vie, quant, n'est-ce pas, à leur revenu. Parce que nous croyons, nous, à Force au Peuple, que c'est lorsqu'on trouvera effectivement des solutions durables à cet état de fait-là, qu'on pourra certainement parler de cohésion sociale, de paix, de fraternité réelle en Côte d'Ivoire. Force au Peuple est représentée dans 15 régions du pays et 2 districts. Il revendique à ce jour plus de 10 000 membres. Et en politique internationale, le comité interparlementaire de l'UEMOA était en conclave récemment à Niamey, au Niger, et lors de cette 51e session ordinaire qui ouvre ainsi les travaux pour l'année 2023, le comité a examiné le fonctionnement et l'évolution de la commission de l'UEMOA. Abou Sanogo. Niamey, capitale du Niger, a accueilli les travaux de la 51e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA. Les travaux ont essentiellement porté sur des sujets qui reflètent les préoccupations économiques, politiques et sociales de l'UEMOA et de ses États membres et de faire l'examen du rapport annuel 2022 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Quoique jugeant les efforts des États membres et de la commission de l'UEMOA satisfaisants, Abdoulaye Diop et les députés du CIP-UEMOA ont reconnu les difficultés liées à la Covid-19, au terrorisme dans certains États membres de l'Union et à la guerre russo-ukrainienne, un exercice conforme aux dispositions du traité de l'Union. Face aux défis sécuritaires qui constituent une préoccupation grandissante au sein de notre Union, je voudrais réaffirmer solennellement notre solidarité à tous les États membres pour leur lutte contre les attaques terroristes et les trafics de tout genre qui sévissent dans notre espace depuis quelques années. Le nouveau président du CIP-UEMOA avait à ses côtés 7 vice-présidents, dont le député ivoirien Koulibaly Fonanan Cheikh Ahmed, vice-président du CIP-UEMOA. Nous nous engageons donc à œuvrer en sorte que la Côte d'Ivoire soit positionnée au sein de l'espace UEMOA et faire en sorte que les observations, les recommandations et les propositions issues de la délégation ivoirienne puissent être retenues. Cette 51e session s'est tenue sur le thème « Le rapport annuel 2022 sur l'évolution et le fonctionnement de l'Union soumis à l'examen parlementaire ». Voilà, toujours sur le continent africain, en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante en Ituri, dans le nord-est du pays. Près de 10 personnes prises en otage samedi dernier ont été exécutées. Le lendemain, dimanche 26 mars, les civils kidnappés venaient de Bunia et se rendaient vers la cité minière de Mungalou. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient est tombé dans une embuscade tendue par la milice Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais. C'est une faction du groupe armé Codeco, coopérative pour le développement du Congo. Un nouveau cap a été franchi en Israël. La contestation contre la réforme de la justice se durcit. Une grève générale est déclarée à l'appel de la principale centrale syndicale. Le pays est au bord de l'effondrement, selon le chef de l'opposition. Et pendant ce temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou reste silencieux. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, à la même heure, sur ce même plateau et sur la même chaîne, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous.